La tête après coup, mais au moins la couper déjà dans ce sens-là, une fois qu'on a enlevé la flûte. Tu vois, la couper de moitié, ici. Et pour finir, après tu la détaches complètement, on la remontera après. En n'ayant pas peur de couper la jambe là, tu vois. Une moitié ici. Toute cette fesse, tu vois, là, en deux, de manière logique. Là, on est déjà coupé en deux, hein, par le truc au milieu. Voilà, celle-là, c'est assez clair, tu vois. Ça, c'est le morceau difficile. Le but d'un sculpteur, c'est de définir un espace autour d'un volume ou un volume dans un espace. C'est par accident que je fais des choses de 3 dimensions en me servant d'objets. Alors, je suis une espèce de parasculpteur. Je connais les lois de la sculpture, je connais les données de toute œuvre en 3 dimensions. Mais ce que je fais ne devient sculpture qu'après coup. La conception est d'abord ou du changement d'objet, ou de l'accumulation d'objets, ou du transformation d'objets. Même quand j'emploie de la sculpture classique, grecque, romaine ou autre, je les considère, ou des objets, on peut dire la Statue de la Liberté, ou la Tour Eiffel, tout ça sont devenus, dans les yeux du public, non plus des dieux, des déesses ou des symboles, mais surtout presque des objets de grande consommation paraculturelle. Ils sont devenus objets. On retrouve des petits David en plâtre dans les supermarchés, ou des tours Eiffel partout, ou des statues de la Liberté. Ils échappent complètement à la seule définition artistique. Ils sont devenus objets de consommation. Et c'est pour ça que je me permets de faire des interventions dessus, comme je le ferai sur une machine à laver, une voiture ou un aspirateur. Non, ça me plaisait avec des fils qui pendent un peu partout. On peut le mettre, on le met, les fils. Ça, il est faux noir. Et si on le fait, j'ai pensé de faire, et si on fait la sculpture noire et les téléphones blanches, comme les téléphones bianchi en Italie, dans le période du fascisme, c'était les téléphones blancs. Oui, aussi, en France aussi, on en a beaucoup. Comme ils étaient pas, on peut faire les téléphones blancs et la sculpture noire. Et avec tous les fils qui tombent, qui ressortent de partout, ça va être une beauté fabuleuse. Oui. Et ça, tu vas être content. Ça regarde-le dans tous les sens. Oui. Je regarde à droite, à gauche. Formidable, formidable. Non, fais l'effort. Regarde ça. Et alors, il faut 2 tailles de réveil pour la faire. Il faut trouver des Chinois, là, la petite taille et la grosse taille. Oui. Mais on les trouve en grosse quantité. Mais ça, on quantité. le met vrai quand même, parce que oui. Il faut le trouver comme ça. En plus, ça se soude très bien. C'est une attitude qui, suivant les objets, va d'une attitude dadaïste, surréaliste, cubiste. Ça dépend du côté final. Mais naturellement, d'une manière générale, l'objet est toujours présent. Avant 1954, je faisais de la peinture un peu à la manière de Poliakov ou de Stel. Avant, j'avais fait de la peinture figurative. Je ne m'étais pas trouvé, je faisais ce que 2000 peintres faisaient à l'époque quand on faisait de l'abstrait. 2000, 10 000, je ne sais pas. Je me suis trouvé un langage, dans le fond, étant fidèle à moi-même, avec ce goût d'amasser, d'accumuler, de collectionner les objets. Je finis par lui donner un langage artistique. Mais ma nature profonde était justement d'amasser, d'accumuler, de mettre ensemble des séries d'objets. Déjà quand j'étais jeune, et dans ma famille.
C'est ma grand-mère qui était accumulatrice. Elle mettait de côté tous les bouts de ficelle, les capsules, les bouchons, les choses comme ça, des courses qu'elle faisait. C'était rangé par année. J'avais bouchon 1921, bouchon 1922, bouchon 1923 dans des boîtes. En plus, comme mon père a tenu un magasin, il a tenu un magasin de meubles et puis un magasin de brocante, aussi tous ces objets qui sont passés par les mains, tous ces objets usés, tous ces objets que les gens collectionnent, etc. Ça m'a certainement aussi marqué. Je sais reconnaître les objets, leur âge, leur usage. On me consulte souvent pour ça, même trop. Je pense que j'ai acheté le premier masque africain, je ne me rappelle plus si c'est 54 ou 55. Après avoir eu une très belle exposition avant, je ne savais pas ce que c'était. Je trouvais que c'était horrible parce que ce que j'avais vu avant, c'était ce que les gens rapportaient eux-mêmes. Tandis que là, nous parlons d'un art, de cultures qui ont disparu. Qui ont disparu avant la guerre de 14 ou avant. L'Afrique est toujours la même, les tribus sont les mêmes, les ethnies sont les mêmes, mais la vision du monde n'est plus la même. Et quand la vision n'est plus la même, une culture qui ne possède pas tous les avantages d'une culture complète ne peut pas s'exprimer de la même manière. Et beaucoup du travail qui a été fait après en Afrique a été fait pour vendre ou donner ou échanger. En 1959, nous fréquentions tous une galerie qui s'appelait Galerie Europe. Alors c'était devenu, vers les 4-5 heures de l'après-midi, un endroit où on allait boire un coup, tous discuter, et tous les, que ce soit Tinguely, Yves Klein, moi, César, on passait tous par là. Et c'est là que j'ai amené, en 1959, la première poubelle que j'ai faite, pour la montrer à Pierre. Je l'avais faite avec les déchets pris dans la poubelle de ma belle-mère où j'habitais quand j'étais à Paris. En 1955, j'étais à la galerie du Haut-Pavé en train de discuter pour mon exposition, et j'étais avec Yves Klein, et Pierre est passé, puis je les ai présentés l'un à l'autre à cette occasion-là, et ça a changé la vie de Pierre d'ailleurs, et ça a changé la vie de Klein. Un jour, César me dit, écoute, tu fais étrange plate, on devait être en octobre ou novembre, il me dit, j'ai quelque chose à te montrer, on était en 59. Il m'amène à son très joli, petit mais très joli atelier de la rue Campagne Première. Et là, sur la cheminée, il y avait 2 compressions, pas très grandes, à peu près comme ça, 50 cm, une faite avec des décolletages de cuivre, et l'autre avec de la petite robinetterie de cuivre. Alors j'ai dit ça à Restani, qui est allé le voir, et qui l'a convaincu. Et en mai 60, César montre 3 grandes compressions de voitures au salon de mai et fait un gros scandale. Et César bascule d'un seul coup dans les nouveaux réalistes et devient notre locomotive. Quand on signe le manifeste, il n'était pas présent au jour de la signature, mais il a contresigné après le manifeste du nouveau réalisme. Voilà comment César a débarqué dans le nouveau réalisme. Il y avait les Parisiens qui étaient les arracheurs d'affiches, il y avait les Suisses avec Speury, Tinguely, Niki de Saint-Phal, et il y avait les Niçois. Et après, c'est rajouté Deschamps, c'est rajouté Christo, pas longtemps, Rotella. Le tout, il y a eu un moment très artiste. Et puis tout ça, s'est effrité très vite. Avec la maturité, le succès, chacun est rentré dans son château. Quand on est jeune, on a besoin de se serrer les épaules, on a besoin de se sentir plus solide, moins seul. Même si on est très dissemblables. Il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre Yves Klein et Speury. Il n'y en a pas beaucoup, mettons, entre Niki et moi, dans certaines expressions. Mais néanmoins, nous étions copains et on se serrait les coudes. Et on avait de l'estime. On ne peut pas avoir de l'amour pour l'art de l'autre, sinon on ne ferait rien. Mais nous avions de l'estime les uns pour les autres. César, il dit toujours, je suis un ingénieur. Il dit qu'Armand, c'est un ingénieur. Parce que j'arrive à penser mes travaux avant de les réaliser. Et lui a une idée générale, et il fait c'est pas plus mal, Picasso aussi travaillait comme ça. Il rajoute, il change, il enlève, il remet. Un travail peut ne pas ressembler du tout
au point final, au moment où il a commencé. Pour moi, en général, j'ai une vision à 80% du résultat. D'ailleurs, c'est fantastique, on a travaillé ensemble dans le même atelier, dans la même fonderie. D'un coup, il dit les tranches plates, elles ne penchent pas un peu ta sculpture. Il a un œil, c'est comme un niveau. Ouais, est-ce que tu as vu le film très connu, Le mystère Picasso de Clouseau? Bon, il se passe une chose que je trouve extraordinaire. Il y a 3 phases dans la constitution de ce tableau par transparence. Il y a 3 phases. La première esquisse, hop, elle est parfaite. Tout d'un coup, Picasso revient là-dessus, ça devient très confus, presque pas très bon. On se demande, elle était tellement bien, le dessin au départ, l'esquisse, tout partait tellement bien, et on dit, il l'a foutu en l'air. Et il retravaille dessus et la rattrape. Alors ça, c'est une manière de travailler. Bon, moi je ne pourrais pas travailler comme ça. Si je suis arrivé au point, je l'ai foutu, il vaut mieux l'acheter et recommencer autre chose. C'est des caractères différents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bonnes œuvres, ni dans un sens ni dans l'autre. Picasso, on ne peut pas dire, c'est l'homme qui a fait le plus de chefs-d'œuvre dans son siècle. Bon, il a fait aussi le plus grand nombre de pièces médiocres, mais il a fait aussi le plus grand nombre de chefs-d'œuvre. Bon, certainement, d'autres artistes à la même époque travaillaient. Fernand Léger faisait des plans de travail, il faisait des dessins avant de faire une peinture et tout. Il y a des préparations. Je crois que Matisse aussi était assez conceptuel. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de très bonnes choses avec des méthodes différentes, mais il faut être fidèle. Alors, moi, je suis fidèle à mon esprit, à ma manière de voir les choses, et César à la sienne. Et je connais les mêmes émotions, parce que dis-toi bien que si par exemple j'ai fait un plan, j'ai fait un dessin, puis j'ai vu à peu près comment ça allait marcher, j'ai commandé un certain nombre de choses, et pour finir, la convergence, on m'amène les objets que je voulais, et puis ça commence à partir. Le moment où je le vois sortir comme je l'avais vu, c'est un grand moment d'émotion, comme je l'avais conçu. Tout d'un coup, je le vois là, devant moi. J'ai donné un corps, une réalité à une pensée, à une vision. Ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est un bon moment. Alors, on a certainement les mêmes genres d'émotions. Ou comme par exemple, quelqu'un qui travaille par petites touches sur un corps humain ou sur une poulette, comme fait César, tout d'un coup, le moment, il sent que c'est arrivé, que c'est là. Eh bien, c'est aussi un grand moment, tu vois. J'ai rencontré Restani en dehors de l'art en 1953. Et après, nous nous sommes revus dans les années 55, 56, quand j'allais à Paris, dans ma première exposition, tout ça. C'est là que nous nous sommes revus. Il était critique d'art et il s'intéressait surtout à l'abstraction lyrique. Il y a une chose qui est très importante pour mon compte.
qui montre quelquefois que la critique peut être productrice de quelque chose, pas seulement négative ou juste spectateur. Il y a eu une action pratiquement maïotique de la part de Pierre. J'étais à l'époque entre 2 ou 3 choses, et surtout je faisais une peinture para-abstraite, un peu dans une mixture de Poliakov et de Stel, qui était honorable mais sans plus. Il y avait 2000 personnes faisaient la même chose en même temps. Et en même temps, j'avais commencé à faire des petits cachets, des petits tampons et tout. Et une critique de Pierre, toujours dans Simès, dit oui, et par contre, une peinture honnête, tout, mais par contre, je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans cette exposition, ce sont les œuvres faites avec des tampons encreurs et répétitives. Et j'aimerais bien voir Armand se laisser aller avec ce médium dans de grandes tailles. Et ça a été l'explosion. Ça m'a permis de quitter cette peinture conventionnellement abstraite, sans grande personnalité, pour commencer à travailler avec des choses plus personnelles. Armand, dans les cachets, fait preuve d'une immense liberté, qui par la suite va s'étendre à toute son aventure de l'objet. C'est comme si, brusquement, à partir de ce grand geste libératoire des cachets, était née en lui une sorte de volonté, de dynamisme créateur qui se développe ensuite selon sa propre logique. On passe de façon très logique des cachets aux allures, qui sont justement des galets ou certains instruments plongés dans l'encre de Chine et ensuite projetés sur du papier ou sur de la toile. Et de là, très vite, on arrive à la grande idée, disons, qui manifeste bien ce qu'on peut appeler l'appétit culturel d'Armand à l'époque, c'est-à-dire l'accumulation tout venant qui s'incarne dans la poubelle. De toute façon, ton œuvre s'est cristallisée très vite en disant des branches d'expression extrêmement classiques. Il y a les accumulations, il y a les coupes, il y a les colères qui sont justement les destructions d'objets et les combustions. Je pense qu'il faut admettre chez lui cette espèce de foisonnement de la création, de l'invention. C'est un phénomène vital. Et ce phénomène vital, je pense qu'il prend sa vérité et sa véritable motivation dans toujours ce phénomène de liberté.
naturel. Il y a eu même des, on a eu des rencontres des fois qui ont même été assez pénibles, parce que, on l'a rappelé une dernière fois, il fallait faire un choix, presque, à un moment donné, presque entre la famille et la carrière, et l'œuvre. Et quand l'opportunité d'aller en Amérique s'est présentée, je crois que tu m'y as poussé vivement. Certain. Les premières années de l'affirmation, disons, internationale, sont celles que tu as passées à New York, au moment encore où la sauce du pop art n'avait pas prise. Voilà. Le style pop, et c'est pas simplement d'ailleurs le pop art. C'est aussi la manière de vivre. Donc Andy Warhol, le personnifie beaucoup plus qu'un autre artiste, parce qu'à la manière de Duchamp, ce n'est pas simplement une œuvre d'art, c'est une manière d'être, qui est pop art, et qui peut s'appliquer à tout. C'est une recette. C'est qu'en effet, il y a eu cette première ouverture américaine. L'Amérique s'est reconnue dans des gens comme toi, comme dans des gens comme Tinguely, parce que à l'époque, c'était ce sentiment de la toute-puissance industrielle dans le genre de vie, dans l'expressivité, dans le langage, qui était important. Pourquoi je suis venu à New York par hasard? J'avais une exposition à New York, chez à l'époque une galerie qui s'appelait Cordier-Warren, qui était associée avec Cordier de Paris. C'était la galerie de Cordier ici à New York. Et je suis venu voir mon exposition. Et en venant voir mon exposition, j'avais la curiosité de voir aussi l'Amérique. Et je suis arrivé à New York, c'était un petit peu avant la mode de venir à New York, et j'ai trouvé que c'était fantastique, qu'il s'y passait des tas de choses. Il y avait par exemple des mouvements, des discussions, des rencontres, les gens avaient des idées, tout ça. Alors qu'à Paris, à la même époque, c'était en 61, c'était le château de la Belle au Bois dormant. À part les nouveaux réalistes qui essayaient de s'agiter un peu, on y arrivait à peine, le reste, c'était devenu très conservateur, très tranquille. Alors qu'ici, il se passait des tas de choses. C'était comme ce que je lisais dans les livres quand je lisais ce qui se passait à Paris en la guerre de 14. Ce qui a fécondé New York, c'est le désastre de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, où tous les gens chassés par le nazisme, et les intellectuels juifs, et des artistes, et tout le monde se sont réfugiés à New York. Ça a fécondé le milieu intellectuel et artistique de New York. Alors il y a eu une influence, même dans le geste pictural. Le geste pictural d'un de Kooning est un geste très européen, presque d'abstrait européen. Et Rauschenberg a un geste pictural très proche, quand il ne met pas des objets, ou qu'il ne met pas des images. Il y a eu certainement des influences, et Dada et autres, et surréalistes. Et puis après, quand le pop art s'est affirmé très différent du nouveau réalisme, il y a eu des influences sur les artistes européens, dans l'imagerie. Par exemple, Martial Ress a changé après son voyage ici aux États-Unis. Il est devenu le seul d'ailleurs pop art français, vraiment intéressant ou important. Il y a eu une influence directe. Il y avait des groupes qui se faisaient par galerie là. Il y avait Stable Gallery, Green Gallery, c'était vraiment des jeunes galeries qui se lançaient, tout ça. C'était vraiment très très intéressant. Il y avait des discussions, là, des rencontres la nuit dans The Nighttime Gallery, où il y avait de terribles discussions sur ce que c'est que l'art, pourquoi, où on va, qu'est-ce qu'on fait. C'était vraiment très, très excitant, très stimulant. Soho, ça n'existait pas. Soho, c'est venu quelques années plus tard. C'est la fin des années 60, 69, 70, la première galerie s'ouvre, c'est la galerie Hockey Harris, qui s'ouvre à Ivan Kapp, qui s'ouvre à Soho, qui était l'assistant dans la galerie de Léo Castelli, qui a ouvert sa propre galerie. Avant de venir à New York, j'ai rencontré Rauschenberg, Jasper Johns et Larry Rivers,
qui était venu faire des expositions en Europe en 59 et 60. Et c'est là que j'ai eu les rencontres avec les premiers artistes américains. Puis en arrivant ici, j'ai pas vu tout de suite les autres pop artistes. En 61, ils ne s'étaient pas encore connus. C'est qu'à partir de 62 que ça commence à bouger et qu'on commence à les rencontrer, à les connaître. Quand je suis arrivé en 61, je connaissais un collectionneur, Bill Copley, qui était en même temps un artiste. Et la première chose que son épouse et lui, Noma et lui, m'ont demandé, qui tu veux rencontrer? Alors naturellement, j'ai dit Marcel Duchamp. Alors ils ont organisé un dîner où Marcel Duchamp était invité en même temps que moi. Comme il le connaissait très bien, c'était un ami. C'était même son meilleur ami, puisque c'est le seul qui était au courant de la pièce, étant donné que personne ne savait qu'il continuait à travailler dessus. Et là, moi je me parlais très mal l'anglais, Marcel on se parlait français, et il m'a demandé, poliment, il était toujours très gentil, très poli, il me dit, vous habitez en France? Je dis oui. Vous habitez Paris? Je dis non, je suis placé en fianchetto. À Nice, j'ai utilisé exprès un terme de joueur d'échecs, sur la diagonale extrême. Ah, il me dit, vous poussez du bois? Je dis ouais. Ouais, il fait, quelle est votre force? Je suis Serie A de club, juste avant de devenir maître, quoi. Ah, il me dit, ah, c'est très bien. Il me fait, qu'est-ce que vous faites jeudi? Je dis, c'est pour jouer aux échecs, je suis libre. Et c'est comme ça, j'étais parmi les artistes, peut-être le meilleur joueur d'échecs qu'ils pouvaient rencontrer. Et c'est comme ça que nous sommes devenus amis. Pas parce que j'étais un artiste, pas parce que je pouvais être intéressant, parce que j'étais un joueur d'échecs. Surtout, on ne sortait pas en bande. Et c'est marrant parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça sortait par bande. Il y avait la bande de la Stable Gallery, Andy Warhol, Marisol et Indiana. Il y avait la bande de la Green Gallery, avec Jim Dine, Claes Oldenburg, tout ça. Il y avait la bande de chez Janis, c'était nous. Puis après, il y a eu Pes Gallery, après il y a eu Léo Castelli. Tous ces nouveaux artistes se sont retrouvés. Comme on avait des grands endroits, on donnait des repas avec des concerts ou des disques, on dansait dans les lofts des uns, des autres, on mangeait chez les uns, les autres, c'était vraiment une grande fête continuelle aussi. On se voit encore, mais on se voit moins qu'avant et d'une manière plus sociale. Des fois, de temps en temps, j'ai Stella ou Liechtenstein ou Segal ou Wesselmann qui viennent dîner chez moi, qui sont restés des amis très proches. Et Rauschenberg, je l'ai un peu perdu de vue, il vit surtout en Floride. Jasper Johns est un peu reclus. Et Warhol est mort, et là je le voyais souvent, lui. On se côtoyait. Il était à mon vernissage en 61 chez Cordier Ekström. C'est là que je l'ai rencontré brièvement la première fois. Et plus tard, on n'était pas dans la même galerie. Si on avait été dans la même galerie, on se serait plus vu, mais plus tard, quand on se voyait au Chelsea Hotel, on se voyait pendant des parties, tout ça, on se rencontrait. Mais lui était plus un personnage de la nuit que moi. C'est-à-dire que la plupart de sa vie racontée par, comment elle s'appelle, Haskell, c'est plutôt sa vie la nuit. Moi, la nuit, je ne sors pas tellement, je travaille. Je sors dans les endroits où j'ai pas de maison, comme à Paris. Mais sinon, moi, je préfère rester chez moi, je travaille la nuit surtout. Alors, comme cette nuit, j'ai travaillé là-dessus. Coupée en tranches, toute préparée, comme une sorte de colère d'ailleurs, comme composition, qui va être attaquée par une nuée de brosses et de couleurs. Parce que, de toute façon, quoi que je fasse les sculptures, comme on a vu chez Sonnaben, que je fasse des choses comme les accumulations et tout, je ne peux pas m'empêcher de faire de la peinture, j'en ai besoin. Alors, j'ai trouvé une manière de faire de la peinture qui est assez proche du reste de ce que j'ai fait, ou des colères, ou des accumulations. Alors, il y a les accumulations de brosses et il y a les colères d'objets sur la peinture. Ah, ça, c'est une des poubelles des années, ce qu'on appelle la fin des années 60, 69, 70. Parce que j'avais trouvé un nouveau plastique on pouvait prendre d'une seule masse, un nouveau polyester où on pouvait tout prendre dedans.
alors j'ai pu faire des poubelles complètes avec des produits organiques, du poulet, du fromage, n'importe quoi, et ça reste bloqué, protégé de l'oxygène, dans des volumes un peu plus grands que j'ai fait. Parce qu'en plus, la consommation avait augmenté. Comme la consommation a augmenté, il y avait plus de déchets. C'est fou, entre 1959-60, où j'ai fait les premières poubelles, parce qu'après j'en ai fait comme ça en France aussi, et 70, en 10 ans, la consommation en France s'était américanisée, et dans l'emballage, les couleurs et la quantité. Tout d'un coup, ce qui était un ménage, il y avait ça d'ordures en 59, en 70, il y a presque ça en 2 jours. C'est absolument affolant. C'est d'ailleurs un des grands trucs, je crois qu'un des grands problèmes des ordures sont les emballages des produits alimentaires. Et c'est suremballé, surconditionné, et c'est ça qui fait la plus grande pollution d'ordures au monde. Lorsque nous avons fait ce film, New York produisait 60 000 tonnes d'ordures par jour. C'est une grosse accumulation. En tout, il doit en rester une dizaine dans le monde. Et ça non plus, il n'y en a pas tellement, j'en ai pas fait tellement. J'en ai fait en tout peut-être 40. Parce que je produis beaucoup, mais je fais des séries qui sont très distinctes. Et pour finir, dans toutes ces séries qui sont très distinctes, les objets sont rares, quelques années après. Par exemple, j'ai fait ce que j'appelais l'Atlantide, des objets qui avaient l'air en bronze, qui avaient l'air d'avoir passé 2000 ans sous l'eau. Ça, c'était pas vendu. Et tout d'un coup, maintenant, elles deviennent rares. J'en avais pas fait beaucoup. Et c'est la même chose, je travaille par série. Et je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'objets, beaucoup de choses. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. On les retrouve pas. L'accumulation d'objets de manège, de véhicules de manège d'enfants. Ça, ce sont des bombes d'exercice. Pas des vraies bombes. Il n'y avait pas de détonateur. C'était pour faire des exercices pour l'aviation. Ici, là-dedans, il y a un monte-char à tout. Je construis les pièces de grande taille. On ne peut pas le faire quand il fait trop froid, mais le printemps, l'été, l'automne, ça va.
ça c'est la préparation pour une peinture de chaise. Et c'est quand même basé sur la construction de la colère, c'est-à-dire l'éclatement d'un objet, sa brisure, sa dispersion. Voilà. Après, je vais la fixer sur une toile et après, je l'attaquerai avec des pinceaux. Alors, il s'agit de plusieurs opérations. Casser, recomposer sur un panneau et après repeindre avec une accumulation de pinceaux qui attaquent la pièce. Moi, j'avais déjà mon style quand je suis arrivé. J'ai été plutôt influencé par la dimension du pays. J'ai vu plus grand. Et aussi, j'ai travaillé avec des objets neufs. C'est-à-dire, ça m'a donné une autre dimension, parce qu'il y avait une autre manière de travailler. Ça venait de ce fameux théorème des abstract expressionnisme américains. On ne va pas faire une fenêtre dans le mur, un tableau, on va prendre le mur. Si je ne m'étais pas installé à New York, je n'aurais peut-être pas eu la même œuvre que j'ai eue quand je suis venu à New York avec déjà un langage, une grammaire. Je suis habité maintenant, j'ai des enfants américains, je vis ici depuis longtemps et la structure est bonne pour moi pour travailler. C'est ce qui compte. Bon, c'est très bien aussi pour travailler, un bon atelier et tout, c'est pratique. C'est-à-dire que je ne souffre pas du changement d'endroit. Quand je travaille, ça m'est complètement égal. Je peux avoir quitté vendredi New York et dimanche être en train de travailler sur la même chose à Avance. Ça faisait partie d'une série de pièces que j'appelais la Nouvelle Atlantide.
comme si on avait trouvé des objets de maintenant, de notre civilisation, même ça qu'il y a 20-30 ans, mais qui auraient passé 2000 ans sous l'eau. Il est évident qu'une voiture qui passe 2000 ans sous l'eau, il ne reste plus que le bloc moteur. Mais c'est pour donner l'impression. Mais il n'y a pas une voiture là-dedans. C'est un bronze. C'est-à-dire qu'on a pris une voiture, on l'a démontée en 150 morceaux, et ces 150 morceaux ont été recouverts de colle, de différentes agrégations, comme si ça a été rajouté sur la surface. Et après, on a tiré un moule en cire de chacun des 150 morceaux. Mais il n'y a pas d'acide là-dedans. Ça n'a pas été mangé par l'acide, ce sont des ajouts. Et après, ça a été refondu et ressoudé ensemble comme une voiture. Ça a pris tellement de temps, ça a pris près de 11 mois à faire. Et puis, bon, c'est la seule qui a été faite. L'admiration que j'ai pour Van Gogh, c'est-à-dire une sorte de compte à régler. Comme on a toujours des maîtres qu'on a aimés, comme Picasso refaisant les Ménines de Velázquez, ou comme Van Gogh refaisant des choses de Rembrandt.